J'ai entendu le tintement du lustre avant même d'entendre sa voix. Ce léger tremblement cristallin au-dessus de la table, juste au moment où ma mère s'est penchée vers moi pour murmurer « On t'invite seulement par pitié, alors ne t'attarde pas », les fourchettes se sont figées. Ma sœur, Léa, a eu un sourire en coin. Mon frère, Thomas, a continué de faire tourner son whisky dans son verre comme si ces mots s'adressaient à quelqu'un d'autre. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais ma main est restée ferme alors que je levais mon verre. J'ai souri, pris une petite gorgée et je me suis levée. Personne ne m'a retenu. Personne n'a même levé les yeux. Mais 2 semaines plus tard, chacun d'entre eux le ferait. Avant de continuer, j'ai juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a déjà entendu des mots comme cela. Si c'est votre cas, alors suivez-moi, car l'histoire ne s'est pas terminée comme il l'avait prévu. Bonjour, je suis Élodie, la protagoniste de cette histoire. Quand j'étais enfant, le chalet au bord du lac des Vosges était le seul endroit où je me sentais solide, pas transparente. Mon grand-père m'emmenait sur le ponton avant le lever du soleil, le lac, une nappe d'argent, attendait que le jour commence. Il plaçait une canne à pêche entre mes mains, ferme et chaleureux, tandis que l'air sentait le pain humide. Le soir, nous nous asseyions près du feu, mes doigts collants de guimauve grillé, le vieux coffre en cèdre à côté de nous, contenant l'acte de propriété qu'il appelait toujours « le nôtre ». Un jour, il m'a dit « Ce sera à toi de le protéger ». Je me suis accrochée à ces mots comme à une promesse. Mais après sa mort, le chalet est devenu tout autre chose. Mes parents l'ont discrètement transformé en ce qu'ils appelaient « la maison de famille », même si le titre de propriété est resté à mon nom. Les voyages d'été étaient organisés dans des groupes WhatsApp qui ne m'incluaient jamais avant que tout ne soit finalisé. Des photos de ces week-ends ont commencé à apparaître dans des cadres partout dans la maison, mon frère sur le ponton, prétendant avoir attrapé le plus gros poisson, ma sœur enveloppée dans un plaid sur la terrasse. Mes parents souriaient comme s'ils avaient bâti tout ça eux-mêmes. Je n'étais sur aucune photo. J'ai appris très tôt que l'attention, dans ma famille, ne se partageait pas, elle s'assignait. Mon frère était l'exemple brillant. Ma sœur était celle que tout le monde adorait. Et moi, j'étais l'utilitaire, la paire de bras supplémentaires. Quand j'ai eu les félicitations du conseil de classe, personne n'est venu à la remise des diplômes. Quand je cumulais 2 petits boulots pour payer mes frais d'université, ma mère m'utilisait comme un exemple à ne pas suivre, fait de meilleurs choix qu'Élodie. Ce n'était jamais bruyant, jamais cruel, juste une rédaction lente et constante de mon rôle. Le soir où ils ont oublié de mettre un couvert pour moi au dîner. L'anniversaire où seul mon grand-père s'en est souvenu. Le jour où un professeur a appelé pour dire que j'avais obtenu une bourse et que mes parents ont répondu « Nous ne savions pas qu'elle avait postulé ». Il y a eu un été où j'ai essayé de parler. Il prévoyait encore un week-end au chalet et j'ai dit doucement « J'aimerais venir aussi ». Ma mère n'a même pas levé les yeux de ses notes. « Toutes les chambres sont prises », a-t-elle dit. « Peut-être l'année prochaine. » Mon frère a ricané. Ma sœur a continué à faire défiler son écran. Je suis restée là, tenant un sac de courses rempli de snacks. Il m'avait demandé d'aller chercher la lanterne dont quelqu'un avait dit qu'on avait besoin. Personne n'a remarqué quand j'ai posé le sac et que je suis sortie. Avec le recul, je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris le silence qu'ils attendaient de moi, et j'ai appris à survivre à l'intérieur. 2 soirs après la fête, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine pendant que je rinçais une tasse. L'écran clignotait avec les notifications du groupe familial, photos, projets, longue chaîne de messages que je n'avais pas ouverts depuis des mois. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et regardé l'aperçu. Ils organisaient le voyage annuel d'été au chalet. Mon frère a envoyé une photo d'un nouveau barbecue qu'il voulait apporter. Ma sœur suggérait des marinières assorties pour les photos sur la terrasse. Ma mère tapait des paragraphes sur les chambres d'amis, les courses et le plan de table. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois, ni comme invité, ni même en note de bas de page. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont j'avais été effacée du casting, mais laissée au générique pour des raisons légales. J'ai tapoté l'écran, faisant défiler silencieusement. Toutes les chambres sont prises. Élodie ne vient pas vraiment de toute façon. On utilisera sa clé si elle oublie de la déposer. Sa clé. Comme si elle possédait l'endroit.
Comme si je ne le possédais pas. Une petite icône d'enveloppe est apparue en haut de l'écran. Un autre email de la banque, le genre que j'ignorais habituellement. Je l'ai ouvert par instinct. C'était un rappel concernant un compte joint auquel je ne me souvenais pas avoir consenti. Mon nom apparaissait juste à côté de celui de ma mère, surligné en gras. En bas, il y avait une note sur les paiements automatiques de la taxe foncière liée à mon profil. Des paiements pour le chalet. Des paiements que je n'avais pas autorisés. J'ai fixé l'écran, la cuisine soudainement trop silencieuse. Le frigo bourdonnait. Une voiture passait dans la rue en bas. Ma respiration semblait lourde dans ma poitrine, comme si l'air s'était épaissi. Je n'étais pas juste négligée. Je n'étais pas juste l'invité en trop. J'étais un nom qu'ils utilisaient quand la paperasse exigeait un responsable. J'ai posé le téléphone face contre table. La vibration des nouveaux messages bourdonnait contre le bois, cliquetant légèrement comme quelque chose essayant de ramper vers mon attention. Je ne l'ai pas repris. Au lieu de cela, je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, j'ai remonté mes genoux et j'ai regardé les lumières de Paris scintiller contre la vitre. Les torchons pendaient de travers sur le plan de travail. Une pile de courriers s'appuyait contre la corbeille de fruits. Tout semblait immobile, en pause, en attente. J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, j'ai senti quelque chose se poser. Pas de la colère, même pas de la blessure, juste de la clarté. J'ai souri, un petit sourire calme, presque invisible. Le genre de sourire que personne dans ce groupe de discussion ne remarquerait jamais. Mais ils allaient bientôt le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant mon réveil. L'appartement était sombre, baigné de cette lumière grise qui rend tout plus doux, plus silencieux. J'ai attaché mes cheveux avec l'élastique que je gardais au poignet, j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et j'ai lancé la cafetière. Son goutte à goutte lent remplissait le silence comme un métronome. Je me suis assise à la petite table en bois, la surface marquée par de vieux ronds de café et des rayures d'années de travail. J'ai ouvert mon carnet, le même que j'utilisais pour mes clients en freelance, et j'ai tourné une page vierge. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude, mais les mots sont venus facilement. Vendre le chalet. Clôturer les comptes joints. Appeler l'avocat pour la succession. 3 lignes, nettes, simples, fermes. Un plan bâti sur le silence. J'ai pris une gorgée de café, puis j'ai ouvert le classeur métallique. Il a grincé comme toujours, le son raclant la pièce. À l'intérieur se trouvaient des années de documents, de vieux relevés bancaires, des lettres des impôts, des factures d'électricité, des choses que la plupart des gens auraient jetées. Je gardais tout. Ce n'était pas par sentimentalisme. C'était pour la survie. Vers le fond, enveloppé dans une vieille pochette, j'ai trouvé l'acte de propriété du chalet. Le papier était légèrement jauni, sentant encore faiblement le cèdre du coffre de mon grand-père. Je l'ai posé soigneusement sur la table, lissant les bords avec ma paume. À 7h14, j'ai appelé Antoine. Il a répondu d'une voix fatiguée, s'éclaircissant la gorge. « Élodie, tout va bien ? Je dois vendre le chalet, ai-je dit. Sans hésitation, calmement, efficacement. Il y a eu une pause assez longue pour que je puisse l'imaginer s'asseoir plus droit, se réveillant complètement. Celui au lac, de tes grands-parents ? Oui. Je pensais que tes parents l'utilisaient. Ils le font, ai-je dit, mais ils ne le possèdent pas, une autre pause. Un changement. Le genre où quelqu'un réalise que le sol sous ses pieds n'est pas ce qu'il supposait. D'accord, a-t-il dit lentement. Envoie-moi tout ce que tu as. Je vais rédiger les papiers. On a raccroché. J'ai scanné l'acte page par page, le doux bourdonnement du scanner remplissant la cuisine. J'ai envoyé les fichiers à Antoine avec un court message, puis je suis passé au point suivant de ma liste, les comptes joints. Je me suis connecté au portail bancaire. La lumière bleu-blanc de l'écran de l'ordinateur éclairait mon visage. Mon nom apparaissait dans des endroits auxquels je ne m'attendais pas co-signataire sur un vieux compte courant, secondaire sur une ligne de crédit, rattaché aux prélèvements automatiques de la taxe foncière du chalet. J'ai cliqué sur chacun d'eux, lisant les petits caractères, les dates, les signatures. Certains remontaient à des années. Clôturer le compte. Retirer le nom.
Désactiver le prélèvement automatique. Chaque action faisait un doux clic, comme des dominos lointains qui tombent. Je prenais des notes au fur et à mesure, marquant les confirmations par de petites coches dans le carnet. À un moment donné, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma sœur. Maman planifie le voyage. Tu viens ou pas? J'ai laissé le message s'effacer de l'écran sans l'ouvrir. À midi, j'avais clôturé 4 comptes, me suis retiré de 3 autres et avais annulé tous les paiements automatiques liés à mon nom. Le silence dans l'appartement semblait différent maintenant. Pas vide, mais intentionnel, contrôlé. Ensuite, j'ai rédigé un email à Maître Rousseau, le notaire de mes parents. Je suis restée brève, formelle. Bonjour, j'aimerais examiner tous les documents relatifs au patrimoine familial et m'assurer que mes droits sont correctement représentés. Merci de m'indiquer vos disponibilités. Cordialement, Élodie. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. Une autre vibration de mon téléphone. Cette fois, une alerte de messagerie vocale. Probablement ma mère, bien qu'elle ne m'ait pas appelé directement depuis des semaines. Je ne l'ai pas écoutée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai nettoyé la table, empilant les papiers en une seule pile organisée. Je les ai glissés dans une chemise et les placés sur le comptoir. L'appartement semblait plus net, comme si les contours des choses étaient devenus plus précis. Le plan n'était pas émotionnel. Il n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de l'être. C'était procédural. Exact. Indéniablement le mien. Vers 15 heures, Antoine a envoyé un SMS, reçu l'acte. Tout est en ordre. On commence la mise en vente discrètement. On t'envoie des nouvelles dès qu'il y a des offres. J'ai répondu par un simple merci. Alors que l'après-midi s'estompait en début de soirée, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de café frais. La ville bougeait en dessous de moi, voiture, voix, vent poussant contre la vitre. J'ai regardé tout ça avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils avaient passé tant de temps à me traiter comme un nom qu'ils pouvaient utiliser, un espace qu'ils pouvaient remplir, une signature qu'ils pouvaient emprunter. J'avais joué le jeu. J'étais restée silencieuse. Mais cette fois, le silence m'appartenait. J'ai fermé mon carnet, posé mon stylo dessus et pris une respiration lente et régulière. Cette fois, je n'allais pas réparer ce qu'ils avaient cassé. 2 semaines ont passé avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Assez longtemps pour que le silence s'installe dans mon appartement comme une seconde couche de peinture. Je travaillais, cuisinais des repas simples, répondais aux emails et regardais la ville bouger derrière ma fenêtre. Rien de dramatique, juste le temps qui passe comme il le fait toujours, tranquillement, jusqu'à ce que quelque chose casse. La première fissure est apparue tôt un matin. Je pliais du linge quand mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine. Offre reçue. Acheteur content, clôture bientôt. Les fonds seront transférés directement sur ton compte. J'ai lu les mots 2 fois, pas par incrédulité, mais parce qu'ils semblaient étrangement distants, comme lire sur la vie de quelqu'un d'autre. J'ai répondu un mot, approuvé, et j'ai mis le téléphone de côté. À midi, le chalet était parti. Je ne l'ai dit à personne, mais ils l'ont découvert quand même. Ce soir-là, ma sœur a envoyé une série de messages sur le groupe familial. Ils arrivaient vite, comme si elle tapait en faisant les 100 pas. Est-ce que quelqu'un a changé le code de la serrure au chalet? Maman panique. Papa dit que le panneau de l'agence n'était pas là la semaine dernière. Élodie, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas ouvert la conversation. J'ai juste regardé les aperçus s'empiler sur mon écran verrouillé, chacun plus frénétique que le dernier. 1 heure plus tard, ma mère a appelé 3 fois. Puis elle est passée à la messagerie vocale. Élodie, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi immédiatement. Puis un autre, tu n'avais aucun droit. Ce n'est pas juste ta décision. Appelle-moi maintenant. Et une autre voix qui craquait. Élodie, s'il te plaît, tu me fais peur. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine en sirotant un café tiède, regardant le compteur de messages vocaux grimper comme un minuteur. Pour la première fois, leur panique n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient cacher derrière des mots polis ou des tons contrôlés.
C'était brut, inégal, honnête. Puis sont arrivés les relevés bancaires. Ma mère a envoyé une photo, floue, penchée, mais je pouvais quand même distinguer les notifications rouges. Compte joint clôturé. Ligne de crédit suspendue. Prélèvement taxe foncière échoué. Signature secondaire retirée. Elle n'a pas envoyé de message avec la photo. Elle n'en avait pas besoin. L'image disait tout. En quelques minutes, mon frère a appelé. Puis encore, et encore. J'ai laissé chaque sonnerie s'estomper dans la pièce comme une alarme lointaine. Finalement, il a envoyé un seul message: « C'est quoi ce bordel ?» J'ai mis le téléphone face contre table, la vibration cliquetant légèrement contre le bois. L'appartement semblait plus petit, plus serré, comme si l'air s'était épaissi. La ville dehors semblait muette, comme si elle attendait de voir ce que je ferais ensuite. Puis vint le moment que j'attendais. Un bruit sourd devant ma porte. Une pause, puis l'interphone. « C'est papa. Ouvre. » Sa voix n'avait rien du commandement avec lequel j'avais grandi. Elle sonnait étrange, quelque part entre la colère et l'incertitude. Je l'ai laissé entrer et j'ai reculé, m'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. La porte s'est ouverte brutalement, heurtant la butée avec un clic sec. Mon père se tenait là, le souffle lourd, le visage rouge. Il a regardé autour de l'appartement, assimilant lentement les meubles dépareillés, la petite cuisine, les papiers empilés soigneusement sur la table. « C'est vrai ?» a-t-il demandé. « Tu as vendu le chalet ?» J'ai gardé ma voix égale. « Oui. »« Tu as clôturé les comptes, retiré ton nom de tout ?» ?»« Oui. » Sa mâchoire s'est serrée. « Est-ce que tu comprends ce que tu as fait ?» J'ai hoché la tête une fois, complètement. Il a expiré longuement et en tremblant, comme quelqu'un réalisant qu'une porte avait été fermée de l'autre côté. « D'accord, » a-t-il dit doucement. « Tu as marqué ton point. » Je me suis redressée. « Non, je n'ai pas fini. »« Pas encore. » Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Et à ce moment-là, l'équilibre a basculé. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste une inclinaison calme et indéniable. Une petite enveloppe reposait sur le comptoir à côté de moi. La lettre d'Antoine. Je l'ai glissée vers lui. « Une lettre d'avocat est en route », ai-je dit. « Tu devrais la lire. » Son expression ne s'est pas brisée, mais quelque chose dans sa posture s'est replié comme une structure perdant une poutre de soutien. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas crié. Il s'est juste retourné, a ouvert la porte et est sorti. Et pour la première fois depuis des années, le silence qu'il laissait derrière lui ressemblait au mien. Le matin après le départ de mon père, l'appartement semblait inhabituellement lumineux. La lumière du soleil se glissait à travers les fins rideaux en lignes obliques et silencieuses, atterrissant sur la table où le dernier tas de paperasse reposait encore. La pièce était immobile, à l'exception du bourdonnement sourd du réfrigérateur et du doux goutte à goutte de la cafetière terminant son cycle. Je bougeais lentement, presque prudemment, comme si l'air avait un nouveau poids. J'ai versé du café dans ma tasse ébréchée, l'ai entouré de mes deux mains et me suis tenu près de la fenêtre. La ville bougeait en bas, les voitures s'insérant, les gens traversant les rues. Un chien tirant son propriétaire vers le parc. Des choses ordinaires, des choses stables, des choses qui n'avaient pas besoin de ma permission ou de ma présence. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un aperçu de message est apparu. Maman veut s'excuser. On peut parler ? Un autre, on ne savait pas que les choses allaient si mal. S'il te plaît, réponds. Je n'ai pas touché le téléphone. J'ai laissé l'écran s'éteindre de lui-même, l'appartement retournant à son calme doux. Je me suis assise à la table, traçant le bord de ma tasse avec un doigt. La chemise de documents était fermée maintenant, l'acte du chalet n'était plus le mien. Les comptes détachés de mon nom, la lettre juridique se déplaçant déjà dans le système. Ces choses n'étaient plus des symboles. C'étaient des décisions terminées. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas suspendue entre l'obligation et le ressentiment. Je me sentais ancrée, comme quelqu'un debout sur son propre perron après une tempête, entendant le monde respirer à nouveau. Un éclat de souvenir est revenu,
Le chalet au crépuscule, le lac devenant cuivré alors que le soleil tombait derrière les arbres. La voix de mon grand-père, basse et stable, me disant de protéger ce qui était à moi. J'avais essayé d'honorer cela pendant des années. Finalement, le protéger ne signifiait pas s'y accrocher. Cela signifiait libérer l'endroit où j'avais autrefois ma place, mais où je ne l'avais plus. J'ai fermé les yeux un instant et inspiré lentement. L'air sentait le café, le vieux bois et la lumière du matin réchauffant le sol. Quand j'ai rouvert les yeux, tout semblait clair. Pas plus léger, pas plus lourd, juste honnête. Le silence dans la pièce n'était pas celui qu'il m'imposait. C'était celui que j'avais choisi. Je ne les ai pas coupés de ma vie. J'ai juste arrêté de signer mon nom sous leur chaos. Certaines fins ne claquent pas. Elles se déposent comme la poussière après une longue inspiration, comme une porte se fermant doucement d'elle-même. Et si vous avez déjà reconquis votre calme, même une fois, vous connaissez le son que ça fait. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas colérique. C'est le doux clic d'une vie qui vous appartient enfin. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, faites entendre votre voix. Partagez ce qui est resté silencieux le plus longtemps. Votre histoire pourrait être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin pour se choisir soi-même.